Si un jour tu tombes sur une vidéo qui parle de neuroatypicité et que tu t'y reconnais, il n'y a plus de retour en arrière. Un nouveau chapitre de ta vie commence, la quête d'une nouvelle version de toi-même. C'est un chemin compliqué, parce qu'après le soulagement d'avoir enfin une explication à tes difficultés, vient le doute, le syndrome de l'imposteur, etc. Un jour, tu es sûr que oui, tu es autiste et que c'est la réponse à toutes tes questions. Et demain, tu te juges, tu te dis que ce n'est pas vrai, que tu cherches juste une excuse à ta faiblesse avec un diagnostic à la mode. Et en théorie, ce problème pourrait se résoudre facilement. Il suffirait d'aller voir un spécialiste et d'avoir un diagnostic. Sauf que quand on est adulte, c'est presque mission impossible. Perso, je me disais que bon, en Russie où j'ai grandi, la médecine est en retard, donc c'est logique que les adultes autistes ne soient pas diagnostiqués. Mais la France, un pays progressiste où tout est censé bien fonctionner, eh bien, j'ai halluciné en découvrant les témoignages de femmes adultes qui attendent un diagnostic depuis des années, se font gaslighter par des psy expérimentés et n'arrivent jamais à obtenir une réponse claire. Du coup, on se retrouve seul avec nos doutes. Et la seule chose qui nous reste, c'est de regarder des vidéos sur les réseaux et de chercher des personnes qui vivent la même chose. J'ai un blog en russe depuis plusieurs années et les questions sur les signes de l'autisme ou au contraire sur l'absence d'autisme sont les plus populaires. Alors je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler aussi en français et de voir dans quel cas ce n'est probablement pas de l'autisme. Alors, l'intro un peu longue, je ne sais pas être concise, mais promis, la suite sera plus courte et plus dynamique. Alors, voici 10 signes que ce n'est pas probablement pas de l'autisme. Et bien sûr, on commence par la communication parce que les problèmes sociaux sont au cœur de l'autisme. Du coup, il y a un mythe qui circule. Les autistes seraient des introvertis extrêmes. En vrai, c'est totalement faux. Il y a même des autistes extravertis, comme moi par exemple. Mais entre l'introversion et l'autisme, il y a une énorme différence. Les introvertis et les autistes peuvent préférer être seuls et éviter la foule. Mais les introvertis choisissent ça parce qu'ils aiment faire leur truc tranquille, pas parce qu'ils ont des difficultés à communiquer. Alors, comment savoir si on est juste introverti et pas autiste? Et la première indice, c'est le temps passé seul. Tu préfères être seul, mais juste parce que tu aimes ça. Si tu es introverti, pourquoi tu aimes passer du temps seul? Parce que tu apprécies simplement faire tes activités en solo ou parce que les interactions sociales sont épuisantes? Les autistes évitent souvent les interactions non pas par manque d'envie, mais parce que la communication est un vrai défi. Anxiété sociale, suranalyse des échanges, préparation mentale aux réponses, tout ça génère du stress. On ne sait pas improviser dans les interactions, alors ça nous épuise. Le monde extérieur, avec ces gens imprévisibles, nous semble hostile et énergivore. Le repli sur soi, ce n'est pas juste une question de préférence, c'est une manière de survivre sans être constamment en surcharge cognitive. La deuxième chose, c'est la capacité d'entretenir des amitiés. Tu as peu d'amis, mais tu n'as pas de problème avec l'amitié. Tu fais des efforts pour maintenir une relation ou non? Est-ce que ça se fait pour toi naturellement? Il y a un cliché qui dit qu'un introverti a peu d'amis, mais que ses relations sont très solides. Mon mari, qui est un pur introverti, est comme ça. Et moi, en tant qu'extraverti, j'ai toujours été fascinée par la facilité avec laquelle il garde ses amis. Moi, j'ai toujours eu besoin d'interaction sociale, mais entretenir des liens, c'est un effort constant et un stress permanent. Si tu as quelques relations longues et que tu n'es pas intéressé par de nouvelles rencontres parce que tu es bien comme ça,
c'est plutôt un signe d'introversion. Mon mari, par exemple, est introverti, mais il n'a aucun problème à gérer des relations superficielles ou à discuter avec des inconnus. Moi, je veux parler aux gens, mais ça me fatigue. C'est paradoxal, oui, mais c'est l'expérience de beaucoup d'autistes extravertis. Et le troisième facteur, c'est l'appartenance à un groupe. Est-ce que tu as toujours eu l'impression de faire partie d'un groupe ou bien t'es toujours senti un décalage, comme si tu venais d'une autre planète? Être introverti, ça ne veut pas dire être totalement différent des autres. C'est juste être plus discret, plus réservé. Mais l'expérience de l'autisme, c'est autre chose. Beaucoup d'autistes se demandent depuis l'enfance: je viens vraiment de cette planète? S'intégrer demande des efforts constants. Ce n'est pas juste une question de timidité. On peut avoir essayé plusieurs fois de créer du lien et se heurter toujours au rejet. On ne choisit pas d'être seul. On l'est parce qu'on est exclu. Bien sûr, les introvertis peuvent aussi vivre du rejet. Mais si ça t'est arrivé de façon répétée et systématique, c'est un signal fort d'autisme. Et maintenant, parlons un peu de signes qui dépassent juste la question de l'introversion. Et quatrième signe que c'est probablement pas de l'autisme, c'est que t'as pas d'hypersensibilité sensorielle. Et les stimulations extérieures te dérangent rarement. Les anomalies sensorielles ont été ajoutées aux critères diagnostiques de l'autisme récemment, car presque tous les autistes y sont confrontés. Certaines personnes n'aiment pas porter des costumes serrés ou des talons hauts, mais c'est différent d'être incapable de supporter le bruit d'un centre commercial, par exemple, ou un son que personne d'autre ne remarque, mais qui te donne une migraine ou t'empêche de dormir. Les autistes ont besoin de contrôler leur environnement sensoriel, sinon c'est l'enfer. Cinquième chose, c'est que tu n'as pas de problème de régulation émotionnelle et tu gères tes émotions sans grosse crise. L'autisme s'accompagne souvent de meltdown et shutdown. Ce ne sont pas juste des sautes d'humeur. Ce sont des effondrements liés à une surcharge sensorielle et émotionnelle. Ce n'est pas un simple problème de contrôle de soi, mais un fonctionnement neurologique différent qui fait que certaines émotions deviennent ingérables. Alors, le sixième signe, c'est que tu n'as pas besoin de stimuler. C'est un autre point essentiel, le stimuli. À quel point tu as besoin de stimuler? Pour les autistes, c'est un besoin physiologique qui aide à réguler le système nerveux. Stress, anxiété, joie, on stime dans toutes les situations. Ce n'est pas juste une habitude, mais une vraie nécessité pour s'auto-réguler. Et pour la fin, passons à des traits moins évidents, mais néanmoins courants. Par exemple, les difficultés face aux interruptions. Beaucoup de personnes autistes ont du mal à être interrompues dans leurs activités. Cela est lié aux particularités des fonctions exécutives ainsi qu'au monotropisme. Monotropisme, c'est une tendance du cerveau à se focaliser intensément sur une seule chose à la fois. Lorsqu'une tâche nous absorbe, il peut être extrêmement difficile de passer à autre chose. Et lorsqu'une personne essaie de nous interrompre, cela peut devenir une véritable catastrophe. Les interruptions provoquent chez nous des réactions douloureuses, même si elles ne semblent pas si importantes pour les autres. Et un autre aspect lié à cela est la flexibilité des intérêts. À quel point vous plongez-vous dans vos passions? Pouvez-vous facilement les laisser de côté si nécessaire? Les intérêts spécifiques profonds sont de compagnons constants des personnes autistes. Ils peuvent captiver totalement notre attention. Le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, ne fait qu'accentuer ce trait, rendant les intérêts plus changeants, mais toujours extrêmement intenses. Et enfin, un dernier point, la sensation que la communication sociale est un véritable
chaos. Si la communication vous a toujours semblé naturelle, comme un flux continu, il est probable que vous soyez simplement introverti. Les introvertis peuvent rencontrer des difficultés, malaise en groupe, fatigue sociale, gêne. Mais dans l'ensemble, ils ne perçoivent pas la communication comme un chaos incompréhensible. Les personnes autistes, en revanche, se posent souvent des questions. Que se passe-t-il exactement? Qui parle? Pourquoi? Quand faut-il intervenir dans la conversation? Et doit-on même le faire? Il y a beaucoup de questions sans réponse concernant la communication si tu es autiste. C'est presque impossible de communiquer en groupe parce que ton cerveau est incapable de gérer tant d'informations, de suivre la conversation, de comprendre quand il faut répondre, quand il faut faire une pause, etc., etc. Et si on parle de l'anxiété sociale ou de la timidité, d'être autiste et de ne pas comprendre comment gérer la conversation, c'est un problème de principalement autre niveau. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et comme j'ai dit au début de ce vidéo, j'espère que cette information vous aidera de vous comprendre un peu plus mieux. Parce que pour les autistes adultes non diagnostiqués, c'est presque impossible, même en France, de trouver un spécialiste, psychiatre, qui peut t'aider, qui peut te comprendre sans gaslighting, et faire un diagnostic profond en comprenant que, par exemple, chez les femmes autistes, il y a d'autres signes d'autisme, que chez les adultes, d'autres fonctionnements, l'autisme est aussi un peu différent, etc. Et avec tout ça, la seule chose qui nous reste, c'est regarder les vidéos comme ça et de tenter de nous aider nous-mêmes. Merci, à tout à l'heure.